Ensemble, c'est mieux avec la boutique du menuisier. Fenêtres, portes et volets. Restez bien au chaud à la maison en regardant votre programme avec MCZ. MCZ, les poêles à granulés les plus vendus en France. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Aujourd'hui on parle d'un sujet sensible qui suscite parfois bon nombre de conflits familiaux. Notre dossier du jour est consacré à la question de la succession, comment l'anticiper, mieux la préparer. Nos invités répondront à toutes vos questions, mais avant on part retrouver Evan. Salut Evan, tu es en très bonne compagnie ce matin et tu nous parles de circuit court. Tu dis bonjour à la caméra, Maline? Non, elle est un peu timide. Bonjour à tous, salut Anne Fantet. En effet, ce matin, je suis à Locoal-Mindon, dans le Morbihan, pour vous faire vivre le quotidien d'un couple d'éleveurs. Ici, on élève des chèvres, vous l'aurez deviné, mais également des vaches et des cochons bio pour en faire notamment des yaourts et du fromage comme ici. On va rencontrer Lydie. Salut Lydie. Bonjour Evan. Merci de nous accueillir au sein de ton élevage. Je suis vraiment content qu'on puisse mettre en avant votre métier. Éleveur, c'est un travail 7 jours sur 7. Dis-nous, à quelle heure tu as commencé ce matin? J'ai commencé à 5h30 ce matin et effectivement, c'est un travail 7 sur 7, 365 jours de l'année où il faut être très passionné parce que les journées sont longues et intenses. Mais c'est formidable de travailler avec les animaux. Justement, présente-nous un petit peu, on appelle ça un cheptel. Oui, tout à fait. Est-ce que ce sont des chèvres de race bretonne? Alors, et non, il n'y a pas de race bretonne en chèvre. Ici, on va retrouver un cheptel de chèvres. En fait, c'est plus exactement celui de notre fils qui a 14 ans, qui est à l'origine de ce projet. Tu vas nous raconter. Oui, donc en fait, on a débuté avec 3 petites chèvres. Maline, Blanchette et Mignonne, qui étaient nées prématurément, qui faisaient 1,2 kg dans un autre élevage. Elles étaient destinées malheureusement à partir, en tout cas à ne rien faire de leur carrière. D'accord. Et mon fils m'a regardé avec ses yeux pleins d'amour, il m'a dit « Maman, il faut les prendre !» On est reparti, sous le bras avec les 3 chèvres. Alors, donc, quand on vous dit que derrière les produits locaux, il y a des histoires vraiment d'agriculteurs comme toi, c'est vraiment le cas avec ton fils. Il a 14 ans, il est déjà en collège agricole. Et ce matin, il était avec toi à 5h30. C'est ça. À 5h30, il a fait ses chèvres parce qu'il partait pour faire un stage en maraîchage bio sur Elvin. Et donc, il s'est occupé de tous les animaux ce matin avant de partir à son stage. C'est super. Alors ici, vous avez choisi aussi on va peut-être aller voir les petits veaux. Vous avez choisi de faire un élevage en bio. Qu'est-ce que ça implique comme contrainte pour vous? Alors en fait, la bio, au niveau des contraintes, nous, on ne les voit pas véritablement comme des contraintes. C'est un cahier des charges qu'il faut suivre. C'est plutôt, on est sur le bien-être et en fait, on revient à ce que faisaient nos anciens. C'est-à-dire des choses simples, avec effectivement moins de rendement. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de rendement. Parfois, je rigole en disant le maïs de mon voisin, il est magnifique, moi je fais du muguet. Ah oui, d'accord. mais en fait, on revient avec des choses simples, avec du bon sens. Et c'est un cahier des charges qui est par contre très contrôlé par les organisateurs, tous les certificateurs. Donc, mais pour nous, ça a été naturel en fait. C'était de revenir à des choses simples et saines, avec un bien-être animal. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a une saison dans le fromage de chèvre notamment, parce qu'ici non seulement vous faites la traite, mais vous transformez vos produits. Pourquoi avoir eu envie de faire des fromages et des yaourts notamment? Eh bien écoutez, pour nous, la ferme, les animaux, c'est quand même... ça nous donne plein d'amour, mais on a aussi envie de le transmettre, cet amour, cette pédagogie. On avait aussi envie de redorer l'image de l'agriculture auprès du grand public. Donc c'est pour ça que la ferme est ouverte. Elle est ouverte 2 fois par semaine. On montre notre métier. Et puis aussi de créer des produits sains, simples et bons pour la santé. Et en toute transparence, avec des ingrédients très simples. Et bien justement, on va aller voir comment est-ce qu'on fabrique ces yaourts dans quelques minutes. Anne Fantet, c'est à toi. En attendant, la petite chèvre là-bas, elle n'avait pas de prénom. Du coup, on a décidé de la nommer en ton honneur, Anne Fantet. C'est quoi, Anne Fantet? Merci beaucoup pour cet hommage. À tout à l'heure, Evan. Et vous le savez, en ces temps confinés, on a l'habitude de prendre des nouvelles de nos télétravailleurs de la région. Et c'est Maëlle Rebout qui est avec nous ce matin. Bonjour Maëlle. Bonjour. Alors, la vie du télétravailleur, vous vous y faites ou vous êtes plutôt un nostalgique du bureau?
Je suis partagé entre les deux. La vie au bureau a ses avantages pour le travail vraiment, pour l'avancement des dossiers, pour l'émulation. Je suis dans une configuration de bureau où je peux passer assez aisément pour aller solliciter des collègues, les déranger, mais ça permet de faire avancer des dossiers. En télétravail, avec des outils de discussion, ça remplace, mais ça remplace pas tout à fait. Donc on s'adapte. Après, moi personnellement, ce que j'aime bien à être en télétravail, c'est que du coup, on peut se donner des plages d'horaire de travail sans être un peu plus dérangé, sans être dérangé. Donc il y a avantages, inconvénients. Vu le type de travail que je fais, ça s'équilibre plutôt bien. Et justement, quels sont vos rituels dans la journée Pas de rituel particulier, sincèrement. En ce qui me concerne, c'est vraiment pareil. La seule chose, c'est que physiquement, le lieu n'est pas le même et qu'il n'y a pas le temps de déplacement. Donc, en gros, je gagne entre 3 quarts d'heure, 3 gros quarts d'heure, entre 3 quarts d'heure et 1 heure sur la journée. Et où est-ce que vous avez installé votre bureau ? Alors, j'ai la chance d'avoir un bureau, donc j'ai pas chambre d'amis. D'accord. Mais on a un bureau parce que ma compagne est enseignante et du coup, il était évident de faire un bureau lorsqu'on a rénové la maison il y a une dizaine d'années. Et là, je suis actuellement dans le bureau qui est vraiment un espace conçu pour, avec un grand plan de travail, toute l'informatique qui va bien. Donc j'ai plutôt de très bonnes conditions de travail. Est-ce qu'il y a des situations cocasses en télétravail, genre un micro mal coupé en réunion ou un collègue qui a changé carrément de look depuis qu'il travaille à distance ? Non, ça s'est pas produit. On fait pas plus que ça de visio, en tout cas avec la caméra. Bon, c'est des questions d'habitude. Moi, je la mets, ça me dérange pas. Non. Au premier confinement, on a vu les coupes de cheveux qui s'allongeaient dangereusement. Je crains un petit peu qu'on reprenne le même chemin pour ce coup-ci. On verra. On verra tout cela. Merci beaucoup Maëlle Rebout d'avoir été avec nous ce matin et bon courage, on vous laisse vaquer à vos occupations. Et on ne va pas se laisser abattre en ces temps parfois moroses. Céline Brillet, vous nous rejoignez cette saison, mais vous connaissez bien la maison. Vous serez un petit peu notre Madame Belle Histoire 2 fois par semaine. D'ailleurs, un petit avant-goût pour cette première, Céline. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Florian qui a l'audace de vivre ses rêves. Aujourd'hui, il a plus de 40 000 km au compteur de son vélo et il le fait de façon engagée pour notre planète. Donc, je vous en dirai plus tout à l'heure avec lui. Hâte d'entendre la suite. À tout à l'heure, Céline. Je vous le disais au début de l'émission, on s'intéresse ce matin à un sujet délicat, parfois explosif dans les familles. La question de l'héritage et de la succession. Comment mieux préparer cette étape pas toujours évidente ? Voici quelques éléments de réponse. Maman et papa n'ont rien prévu pour leur succession. Super, on va payer plein pot et on va tous se fâcher. Seuls 18% des septuagénaires français ont préparé leur succession. Et pourtant, l'organiser permet de limiter les frais de succession, de désigner éventuellement d'autres bénéficiaires et d'éviter des conflits familiaux. Vous avez donc tout intérêt à organiser votre héritage en effectuant de votre vivant des donations à vos héritiers. Cela vous permet aussi de bénéficier des abattements fiscaux pour donation et donc de réduire le coût de la succession pour vos héritiers. Plusieurs types de donations existent. La donation avec réserve d'usufruit vous permet par exemple de conserver l'usage de votre logement jusqu'à votre décès, de continuer d'y habiter ou de percevoir les loyers s'il est en location. La rédaction d'un testament n'est pas obligatoire. S'il n'y en a pas, les biens du défunt sont répartis entre les héritiers selon les règles du Code civil. Mais il peut vous permettre de favoriser un héritier ou de figer certaines de vos volontés. Attention, vous ne pouvez pas totalement déshériter vos enfants. Une part minimum leur revient obligatoirement, c'est la réserve légale. Ah que c'est bien compris ? Et pour aller plus loin, nos invités ce matin, maître Nathalie Sidney-Durand, vous êtes notaire, et Julien Richard, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vient de le voir, un peu de septuagénaires préparent leur succession. Première question, maître, que se passe-t-il au décès d'une personne en l'absence d'un testament ? Que dit la loi ? La loi prévoit tout simplement une répartition en fonction des héritiers qui sont institués par le Code civil. Et donc, effectivement, il y aura, avec la présence d'un conjoint survivant, il viendra en concours, entre guillemets, en concurrence avec des héritiers qui pourront être des enfants, des petits-enfants. Et à défaut de schéma classique, eh bien, effectivement, on partira un petit peu plus loin pour vérifier qui sont les héritiers.
Et dans le cas où un testament est rédigé, est-il possible, par exemple, d'avantager son conjoint plutôt que ses enfants, Julien Richard? Alors tout à fait, c'est possible d'avantager son conjoint aujourd'hui. On peut le faire par le biais d'un testament, mais il va falloir respecter les règles relatives à la réserve héréditaire, c'est-à-dire que les enfants doivent hériter, quoi qu'il arrive, d'une fraction du patrimoine du défunt. Les enfants restent la priorité. Tout à fait. Alors en revanche, est-ce qu'il est possible, en France, de déshériter son enfant, maître? Non. Non, c'est ce que disait Monsieur Richard tout de suite, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout la possibilité effectivement d'évacuer les enfants au profit d'autres héritiers, quels qu'ils soient. Les enfants appréhendent cette part de réserve. Ne restera finalement la possibilité de disposer d'une petite part que l'on appelle la quotité disponible, qui, elle, ne rentre pas dans la réserve. Mais autrement, non, aucun enfant ne peut être déshérité. Effectivement, le clin d'œil à la fin est tout à fait d'actualité. Oui, parce qu'il existe quand même des stratégies de contournement, comme on l'a vu avec l'affaire Johnny Hallyday. Oui, tout à fait. Alors on peut avantager des enfants par le biais de contrats d'assurance vie, par exemple, en les désignant bénéficiaires. Après, il y a quelques règles à respecter quand même, notamment les primes manifestement exagérées eu égard au patrimoine du défunt. Mais il y a toujours possibilité d'arranger quelques stratégies, effectivement, dans le respect des règles et de la réserve héréditaire. Alors je vous propose maintenant d'écouter cette question d'Adrien. Je souhaiterais savoir si au sein d'une famille recomposée, le pax testamentaire suffisait à protéger mes enfants ou fallait-il réaliser en plus un testament? Merci. Que répondez-vous à Adrien, maître Julien Richard? Alors je dirais que le testament va permettre d'organiser la libre répartition, encore une fois dans le respect des règles qu'on a évoquées précédemment. Il peut suffire dans certains cas, mais je trouve qu'il est important d'adjoindre quelques prérogatives, notamment des donations de son vivant. Et pourquoi pas, en ce qui concerne les biens immobiliers, de préparer la transmission via la création d'une société civile qui va pouvoir permettre d'organiser la transmission, les règles qui s'appliquent à cette société et éviter les situations d'indivision qui peuvent être néfastes. Et dans vos activités respectives en général, comment ça se passe, les successions? Plutôt bien, plutôt mal, maître Sidney Richard? Alors moi, j'ai tendance à considérer qu'effectivement, tout ce qui a été anticipé, tout ce qui a été évoqué par les parents évite normalement les conflits. Mais c'est la nature humaine. Il arrive parfois qu'effectivement, dans la résolution d'une succession, il n'y ait pas d'entente parce qu'il n'y a pas eu de communication ou il y a eu, effectivement, ça a été occulté pendant assez longtemps. Et donc, effectivement, il y a des difficultés qui vont surgir. Globalement, les successions se passent bien. Et parfois, effectivement, on a un petit peu plus de matière à batailler pour expliquer en fait les rouages, les incidences et essayer de trouver des terrains d'entente puisque ça n'a pas été vu en anticipé. Julien Richard, pour vous, ça se passe plutôt bien, plutôt mal, les successions d'ordre général? Je rejoins maître Sidney. Je dirais qu'à partir du moment où elles sont préparées, ça se passe bien. On a souvent l'habitude d'organiser des réunions familiales pour expliquer les dispositions qui ont été prises en avance. Malheureusement, quand ce n'est pas le cas et qu'on intervient vraiment au moment de la succession, là, il peut y avoir des vraies problématiques entre les héritiers, de la jalousie, de l'incompréhension, et surtout... alors ça c'est assez générationnel, mais il y a un vrai tabou lié à l'argent, au patrimoine. Et aujourd'hui, il y a encore des successions qui s'opèrent dans le plus grand secret, ce qui peut être problématique au moment du règlement de cette succession. Et finalement, c'est aussi une question affective et de sentiment, la question de la succession aussi. Complètement, notamment dans le cadre de biens immobiliers, parce que on a des héritiers qui peuvent avoir une préférence pour certains biens, la résidence secondaire au bord de la mer, ou la petite maison dans la Creuse dont personne ne veut, mais auquel on est très attaché. Voilà, donc il y a un vrai côté psychologique, affectif, tout à fait. Justement, les notaires parfois jouent un rôle de pacificateur. Il faut user de psychologie dans vos métiers, c'est primordial. Oui, je pense. Dans tous les métiers qui ont trait de toute façon à l'humain, on est obligé de considérer et de prendre en considération parce qu'on va échapper à toutes les règles juridiques, on va être sur d'autres notions, c'est-à-dire des griefs, des reproches ou des choses qui vont être évoquées qui remontent à la petite enfance. Donc oui, effectivement, il faut essayer de... Et comment vous faites pour avoir du recul par rapport à ça? Parce que parfois, vous devez vous trouver dans des situations cocasses. Oui, tout à fait. Alors, on essaye de garder toujours un peu la tête froide par rapport à ça. L'intérêt d'être tiers, c'est que finalement, on peut voir les choses avec un certain recul. Et parfois, ça permet aussi de dire, attention, vous faites peut-être fausse route. Et après, toujours revenir sur les fondamentaux juridiques pour pouvoir avoir un support à ce qu'on évoque et pouvoir effectivement essayer de trouver des solutions. Et le fait qu'on soit dans une période avec le Covid-19, l'épidémie, est-ce que vous avez le sentiment que ça a bouleversé un petit peu ces questions-là? Ou est-ce que les gens se disent, bon, il faut vraiment que je réfléchisse à ça
Oui, ou il y a pas? sans doute une petite tendance effectivement à considérer qu'il n'y a pas urgence, mais qu'il y a quand même nécessité à y réfléchir parce que ça nous a rappelé qu'on était des êtres humains et donc qu'on était mortels. Et donc effectivement, il y avait peut-être nécessité à réfléchir à tout ça. Après, je ne peux pas dire qu'on ait eu une influence record sur les appels à l'étude pour pouvoir gérer ces questions-là, et c'est tant mieux parce que les gens ont aussi d'autres choses à régler, l'installation du télétravail, des choses comme ça. Vous partagez l'avis Oui, de Maître Sidonie Durand? Il y a eu quand même un léger frémissement, nous on l'a senti, pour deux choses. La première, c'est que c'est une période qui est relativement anxiogène, et donc ça amène les gens à se poser les bonnes questions. Deuxième chose, les gens ont eu du temps pendant le premier confinement, et ils se sont enfin penchés sur des questions relatives à leur succession qu'ils n'auraient pas eu, faute de temps, la possibilité de se poser auparavant. Et justement, à quel âge faut-il commencer à réfléchir à ces questions de succession, Julien Richard? Alors je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Je dirais qu'à partir du moment où on commence à développer son patrimoine et qu'on a des héritiers, des enfants, il est important de se poser la question, et pas seulement sur l'existant, mais sur la structuration du patrimoine à venir. Donc il n'y a pas vraiment d'âge pour répondre à votre question. C'est tout au long de la vie finalement, quand on se marie, quand on a des enfants, quand on commence à vieillir aussi. Exactement, à toutes les étapes de la vie, on va être amené à se poser les bonnes questions. Et plus on anticipe, plus ce sera facile. Maître, est-ce que vous auriez un conseil de base pour préparer au mieux sa succession? À quoi il faut penser C'est ce que disait M. Richard, tout dépend finalement du patrimoine ou des perspectives qu'on entend voir évoluer. Après, c'est de pouvoir effectivement se poser et se dire qu'est-ce qui est important à mes yeux, et à ce sens, c'est de vous consulter ou de nous consulter nous. Effectivement, sans que ça débouche automatiquement sur quelque chose dans un premier temps, mais pouvoir permettre une réflexion sur le long terme et pouvoir effectivement anticiper en se disant je vais plutôt investir dans cet élément-là ou réaliser cet arbitrage-là en sachant pourquoi on le fait. Donc effectivement, toujours prendre un peu de temps, et après, mais il n'y a rien de grave, c'est ce que je dis aux clients, même s'ils n'ont pas pensé à ça, ils peuvent toujours à un moment essayer de rattraper les wagons et de mettre ça aujourd'hui en place. Et puis il faut aussi en parler à son entourage. Qu'est-ce que vous dites aux enfants qui aimeraient aborder cette question-là, mais qui se disent « Oh là là, si je commence à aborder ça auprès de mes parents, ils vont penser que je les emmène doucement vers la tombe », et ce n'est pas forcément le cas. Alors effectivement, ce n'est pas un pouce au crime. On peut préparer par avance sa succession. Il faut en parler avec les parents, il ne faut pas hésiter. On est là pour ça aussi, que ce soit avec son conseiller en gestion de patrimoine ou son notaire. On est là pour les accompagner dans ces démarches, convoquer des réunions familiales. Ça, c'est très important. Et encore une fois, préparer sa succession, ça ne fait pas mourir. Au contraire, ça permet de pacifier la succession. On va revenir sur la question du testament. Je vous propose maintenant d'écouter cette question de Lydia. Moi, j'aurais une question par rapport au testament. J'aimerais savoir s'il est obligatoire de faire un testament avant de décéder, par rapport aux enfants, petits-enfants que l'on peut laisser. Si par exemple, moi je suis grand-mère, si je veux léguer quelque chose par exemple à ma petite fille, est-ce que j'ai l'obligation de faire un testament? Merci. Maître, les grands-parents peuvent-ils favoriser leurs petits-enfants en sautant une génération? Est-ce que ça c'est possible? Alors, il y a plusieurs questions finalement dans la question. On va rebondir sur tout ce qui a été évoqué depuis le début, cette notion de réserve, c'est-à-dire que les enfants sont les héritiers réservataires, on ne va pas pouvoir finalement les évincer complètement, mais effectivement, pour répondre à cette personne, il y a possibilité de transmettre à ses petits-enfants dans certaines limites, c'est-à-dire évidemment de ne pas dépasser ce qui peut être autorisé compte tenu de cette réserve impérative. Et par contre, ce qui est préférable, c'est quand même aux petits-enfants, c'est de son vivant, parce qu'au moment d'un testament, les règles fiscales ne vont pas tout à fait être favorables, et donc il est toujours préférable. Mais il est possible effectivement de transmettre un petit quelque chose supplémentaire à un petit enfant. Alors après, il y a des notions, mais l'idée n'est pas de partir sur des chemins très sinueux, mais il y a possibilité de son vivant de transmettre aux petits-enfants en appelant finalement les enfants à cette révélation, et on rebondit toujours sur la même chose, c'est-à-dire communiquer, évoquer pourquoi on le fait, parce qu'effectivement, il y a parfois une légitimité. Et pour la première question de cette dame, il n'y a pas d'obligation de faire un testament dès lors que ce que prévoit le Code civil vous correspond en termes de succession et que vous êtes satisfait par cette distribution-là. Quand je vous écoute, je me dis, mais est-ce qu'il n'est pas préférable finalement de privilégier les donations de son vivant pour être très au clair? Alors effectivement, il est très important d'anticiper par des donations de son vivant, ne serait-ce que pour des questions d'ordre de coûts fiscaux, puisque ça va permettre de bénéficier des abattements qui se renouvellent en ce moment dans le droit français tous les 15 ans. Donc ça, c'est un premier point hyper important. Et encore une fois, parce que ça va permettre d'échanger sur le sujet, de préparer les choses. Et psychologiquement, c'est beaucoup plus simple. Une question aussi très importante. Quelles sont les règles légales pour rédiger un testament, maître?
Il n'y a pas de règle légale. En vérité, il faut toujours prendre la tâche d'un conseil pour éviter les problèmes d'interprétation à l'ouverture de la succession. C'est-à-dire qu'on rédige sur une feuille son testament qu'on laisse dans un tiroir chez soi, c'est tout à fait possible. Mais pour autant, on peut ne pas avoir utilisé les termes parfaitement précis qui permettront au moment de la succession de les accomplir normalement et correctement. Donc effectivement, il faut toujours essayer de prendre la tâche d'un conseil pour pouvoir avoir une rédaction, je dirais, appropriée. Et justement, vous avez un rôle d'accompagnement. Comment vous pouvez nous accompagner sur ces questions-là ? Alors notre rôle, c'est de poser les choses, de faire une photographie à l'instant T du patrimoine de nos clients par le biais d'une analyse patrimoniale et puis de prendre des positions par rapport à leurs objectifs. En fonction de ça, on va déterminer une feuille de route, une stratégie patrimoniale et on va la faire appliquer par le biais des conseils habituels de nos clients, à savoir le notaire, l'expert comptable, l'avocat, en fonction des critères retenus et des stratégies envisagées. Vous avez à peu près les mêmes missions, Maître Sidney Durand, dans cet accompagnement ? Tout à fait, on travaille en collaboration en fait. L'idée c'est de pouvoir, d'abord parce qu'aussi je pense que les générations aujourd'hui ne se contentent peut-être pas toujours d'un seul conseil, ce qui est logique, et donc vont aller chercher de l'information sur plusieurs supports, et puis on n'est pas tout à fait sur la même, la même exécution du travail, donc en fait on est complémentaires. Et une dernière question, peut-on renoncer à une succession, Julien Richard ? Oui, effectivement, on peut renoncer à une succession et on peut, comme le disait Maître Sidney Durand tout à l'heure, être représenté effectivement par ses enfants, donc les petits-enfants du défunt, et on n'a pas à motiver cette décision. Ça arrive souvent de renoncer à une succession, Maître Sidney Durand ? Alors ça va essentiellement être s'il y a des difficultés financières, donc effectivement on va renoncer finalement aux dettes autant qu'on renonce à l'actif, et puis ça peut être parfois philosophique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des enfants qui sont sortis du radar de leurs parents et on ne sait absolument pas où ils sont, donc effectivement quand ils sont appelés à une succession, il arrive, c'est assez rare, mais il arrive qu'ils nous disent non, je n'entends pas hériter. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus répondre à nos questions, mais restez avec nous, on part jeter un coup d'œil chez le petit fermier de Kervillan où nous retrouvons Evan. Oui, nous sommes toujours à Locoal-Mindon, dans le Morbihan, et je peux vous dire que ça commence à sentir bon. Nous, on sait déjà ce qu'on va manger ce midi, du fromage et des yaourts. Lydie, tu es en pleine fabrication de fromage. Je te laisse nous expliquer ce qui se passe dans cette grande cuve. Ouais. Alors en fait, là, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que c'est le lait de la traite d'hier soir et de ce matin qu'on retrouve directement dans cette cuve. Donc c'est hyper frais. C'est hyper frais. C'est donc une cuve fromagère, là où il y a 2000 litres de lait. Donc comment on procède pour faire le fromage ? On met donc déjà le lait dedans, ensuite on incorpore des ferments lactiques qui va acidifier le lait, et ensuite on va incorporer de la présure. La présure, c'est ce qu'on retrouve dans la caillette du veau, c'est vraiment très naturel. Et donc ça va venir faire un grand pain de fromage qu'on va venir... Combien de temps ? Quelques minutes quand même, il y a un certain temps. Ensuite, ce pain de fromage, on va venir le découper avec des tranches caillées donc qu'on met sur ses bras agitateurs, qui vont venir donc découper le grand pain et ensuite qui va venir former ces grains de fromage. Bon, je précise, tu t'es lavé les mains avant quand même. Bien sûr. Et maintenant, on va descendre dans la cave à fromage parce que oui, aussi en Bretagne, nous avons des caves à fromage. C'est pas uniquement réservé à la montagne. Il faut faire attention à la caméra. Attention, venez, regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette salle, Lydie ? C'est là où ça affine. Exactement. Donc ici, on va retrouver en fait tous les fromages de nos fabrications. Donc on a différents fromages. On a des fromages au piment, des fromages nature, le fromage aux algues qui a eu le prix de la meilleure nouveauté en 2019. À la classe. Oui. Et des fromages à type pâte molle. Ici, en fait, c'est une pièce où on gère l'hydrométrie et la température pour que se développent, en fait, si vous voulez, des bactéries qui fait en fait la couverture du fromage. Je ne sais pas si on peut approcher, mais en tout cas, c'est impressionnant. On voilà. voit... Et donc là, on aperçoit cette couverture blanche, et en fait, qui s'appelle le géotrichome. Voilà. C'est un champignon. C'est un champignon. Et en fait, en fonction du temps d'affinage et du temps passé dans cette salle, le fromage va avoir un goût différent. C'est ça l'idée ? Tout à fait. En fonction de la température et de l'hydrométrie. Comment est-ce que tu as appris tout ça ? Eh ben, un petit peu à l'école, mais très rapidement. Et puis après, c'est sur le terrain. Parce que ça n'a pas toujours été ton métier d'être éleveuse, fromagère, fabricante de yaourts. Non, du tout. Non, moi, je suis issue du milieu du nautisme et du marketing. Donc oui, je suis autodidacte, on va dire. Je me suis malgré tout formée. Mais à force de faire en fait... On rêve fromage, on dort fromage, on parle fromage. Mais on ne sent pas le fromage, on ne sent pas le fromage. Non, on se lave éventuellement.
Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui envisagent une reconversion, puisque c'est ce que tu as fait, pour se lancer? Est-ce que c'est... Faut pas réfléchir, faut y aller. Ouais, puis il faut être passionné, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Il faut avoir l'envie, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Et surtout, il ne faut pas trop réfléchir, parce qu'après, il y a plein de freins qui se mettent en place. Et en fait, on s'aperçoit dans le quotidien que les freins, on en a dans tous les métiers. Oui. Et qu'on peut les lever. Il faut vraiment être proactif et toujours aller de l'avant malgré toutes les difficultés. Et on voit bien cette année dans quelles difficultés nous sommes tous. Bon super, merci Lydie. On va continuer à évoluer dans les fromages. On va aller les déguster cette fois-ci. Anne Fanté, ça ne te dirait pas qu'on se reconvertisse un jour en fromager? Franchement, moi, ça me donne bien envie. T'embarques avec moi, hein. À tout à l'heure, Evan. On passe maintenant à notre volet emploi. Dans ce contexte sanitaire inédit, on vous fait découvrir chaque matin les coulisses d'une profession. Portrait ce matin de Marc, il est applicateur hygiéniste. Je regarde les interstices en fait au niveau des lames de parquet, parce que c'est très probablement par ce biais-là qu'elles arrivent à sortir, à remonter dans l'appartement. Je m'appelle Marc Varnisi, je suis responsable des applicateurs hygiénistes. Alors le métier d'applicateur hygiéniste aujourd'hui, c'est des techniciens qui interviennent dans le domaine de l'habitat. Et donc ils ont pour vocation de lutter contre les nuisibles, aussi bien les insectes, guêpes, frelons, punaises de lit, que les rongeurs, rats, souris. Quand on est confronté à des occupants qui sont insomniaques parce qu'ils se font piquer toute la nuit par des punaises de lit ou qui ont une peur bleue des souris, quand on vient résoudre leurs problèmes, on les délivre un peu d'une situation qui est compliquée. Je pense avoir un métier qui a du sens en effet. Il y a des petits interstices. Il faut savoir qu'une souris, globalement, ça passe dans un trou d'un demi-centimètre. Donc ce matin, on est intervenu dans un logement pour lequel il y avait justement un problème d'infestation de souris qui durait depuis un certain temps. Les lombourdes sont traversantes, mais il y a quand même des écarts entre chaque, donc en fait, ça leur permet d'aller où elles veulent. La première étape, c'est observer, comprendre d'où vient l'intrusion. On regarde bien les canalisations des radiateurs, là, voir si autour c'est bien étanché. Ce qui serait pas mal, c'est de reboucher autour de l'évacuation. On rentre vraiment dans l'environnement privé des occupants et donc ça nécessite beaucoup de discrétion. Ils ont besoin de savoir ce qu'on fait et comment ça fonctionne pour être rassurés. Le métier évolue aussi sur des prestations comme la désinfection. En fait, on diffuse par le biais d'un nébulisateur un virucide homologué qui est dilué avec de l'eau. On a une intervention qui permet de détruire toute trace de virus. Ça fait vraiment partie du métier, la désinfection. Ça a toujours existé, mais ça s'est nettement accéléré depuis le mois de mars. Il y a énormément de demandes d'intervention pour ce type de situation. Parfois, des demandes d'intervention à 23h30 le soir. On est capable d'intervenir le lendemain matin à 7h30. C'est bon, Malek, ça a été? Ça s'est bien passé? Nickel. Du coup, d'ici une demi-heure, les collaborateurs vont pouvoir réintégrer les bureaux. C'est un métier qui amène à beaucoup d'échanges. Quel que soit le type d'insecte ou de rongeur, on a tous vécu une expérience comme celle-ci. Donc en effet, il y a pas mal de sollicitations à titre personnel. Mais du coup, c'est plutôt sympa et ça alimente bien les conversations. C'était donc le métier d'applicateur hygiéniste. Pour en savoir plus sur les formations existantes et les compétences requises, Adeline André nous a rejoint. Bonjour Adeline, vous êtes conseillère Pôle emploi à Fougères. D'abord, dans quel cadre intervient l'applicateur hygiéniste, Adeline ? Alors, il intervient principalement pour éliminer ou limiter la propagation en fait, d'espèces nuisibles par capture ou destruction. Donc, c'est principalement chez des particuliers, mais aussi des sociétés. Et en collectivité territoriale aussi. Et quelles sont ces missions, Adeline ? Alors, donc ça va être d'assainir, d'entretenir, de nettoyer en fait les voies, les espaces publics, les bâtiments, les habitations, les terrains et les réseaux souterrains, mais aussi du coup de réaliser des traitements de désinfection de locaux, de colonnes, et donc selon les règles de sécurité et le règlement sanitaire. Et quelles sont les formations qui existent pour devenir applicateur hygiéniste ? Alors, il y a le CAP hygiène et environnement, ou alors en fait, il y a des possibilités aussi de se former directement auprès d'un employeur ou de passer un concours en fait de la fonction publique territoriale. Donc, ça donne un niveau de, c'est catégorie C. Et quelles sont les compétences qui peuvent servir d'atout dans ce métier ?
Alors, dans un premier temps, il faut du coup être en bonne forme physique parce qu'en fait, c'est un métier où on est amené du coup, les personnes sont amenées à porter des charges lourdes, à déplacer du mobilier. Et il faut aussi du coup pouvoir travailler avec des horaires décalés, c'est-à-dire très tôt le matin ou très tard le soir. Et c'est clairement un métier où les hommes sont très nombreux, hein. Il y a beaucoup d'hommes, mais les femmes aussi peuvent travailler sur ce métier-là, il n'y a pas de souci. Et quels sont les salaires que l'on peut espérer dans la profession et pour quelle perspective d'évolution, Adeline? Alors, le salaire, donc, c'est 1 500 € net et en fait, un applicateur hygiéniste, il peut évoluer en tant que chef d'équipe. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir des personnes sous sa responsabilité et puis il va organiser le planning du coup d'intervention. Et combien de postes sont à pourvoir en Bretagne? Alors du coup, en fait, nous sur Pôle emploi, on a 2 sites. Donc on a le site La Bonne Formation et La Bonne Alternance. Et en fait, ils regroupent du coup toutes les formations qui sont actuellement disponibles et toutes les entreprises qui du coup vont prendre ces personnes en poste. Actuellement, on a 24 formations sur la Bretagne sur le site La Bonne Formation et La Bonne Alternance. On a 3 entreprises qui sont identifiées sur Rennes et 30 km aux alentours qui recrutent. Merci beaucoup Adeline pour toutes ces précisions et à bientôt. Voilà pour notre page emploi. C'est à vous maintenant Céline. Vous nous parlez ce matin d'une belle histoire, celle d'un Tour de France un peu particulier, mais on va en savoir plus dans quelques instants. Oui, tout à fait. Comme je le disais en introduction, je vais vous parler de Florent Daniello, qui est très jeune, qui habite à Tex-Noyalo dans le Morbihan, mais qui a déjà plus de 40 000 km au compteur de son vélo. Il a parcouru l'Europe, puis il s'est lancé dans un tour du monde, mais de façon engagée. Il a lancé le projet Cycling Trip. Et donc, on peut peut-être l'écouter, l'entendre. Il est là avec nous. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Alors du coup, vous avez lancé le projet Cycling Trip. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le déclic? Pourquoi est-ce que vous êtes parti faire ce tour du monde pour ramasser des déchets? Alors tout est parti d'un premier voyage, donc un tour de l'Europe à vélo, qui a duré 10 mois. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de déchets sur le bord des routes. Et donc j'ai voulu profiter de nouveaux voyages pour mettre ça en avant et montrer ce problème. Et quelles actions est-ce que vous avez entrepris pour sensibiliser, puisque c'était ça principalement peut-être votre démarche, de sensibiliser ceux qui vous suivent? Alors oui, il y a eu plusieurs actions. Donc la principale action, c'était de collecter des déchets tous les jours et les peser. Donc je collectais 1, 2 ou 3 kilos de déchets. Donc pendant ce tour du monde, j'ai collecté 840 kilos de déchets à moi seul. Et puis il y a eu aussi tout un côté sensibilisation dans les écoles. Donc il y avait des interventions auprès des enfants, des adultes également. Il y a eu plusieurs conférences pour parler de ce problème. Vous avez collecté 840 kilos. À vélo, on imagine bien que vous ne pouvez pas ramasser tout ce que vous trouvez. Et vous avez rencontré des ONG, vous avez rencontré des entreprises qui ont mis en place des éléments pour la gestion des déchets. Est-ce qu'il y a une initiative dans tout ce parcours autour du monde qui vous a particulièrement marqué, dont on pourrait s'inspirer ? Alors oui, il y en a eu une en particulier, c'était à Lima, au Pérou, où en fait j'ai eu la chance d'accompagner une ONG qui, donc l'action principale de cette ONG, c'est de récupérer des plastiques et de les recycler en poncho ou couvertures qui redistribuent ensuite dans les populations aux alentours, donc souvent des populations défavorisées. J'ai eu la chance de les accompagner une journée donc dans les hauteurs de Lima où j'étais une personne un peu différente, le seul blanc peut-être de ce groupe, mais c'était vraiment une sacrée expérience. Donc c'était une belle aventure où vous avez entrepris pas mal d'actions pour pouvoir sensibiliser sur la gestion des déchets. Malheureusement, le Covid a mis fin à cette aventure. Vous deviez partir pour le Japon et vous êtes revenu en France. Mais ça n'a pas arrêté votre motivation. Vous êtes plein d'idées et vous avez lancé un autre projet. Racontez-nous. Ah oui, en fait, à la fin de ce voyage, j'étais donc avec Sabrina, ma petite amie, et tous les deux, on se posait la question, comment on peut continuer à cette action, en fait, de sensibiliser les gens. Et en fait, on ne pouvait pas repartir vers l'étranger. Donc, on a décidé de partir sur le tour de la France. Et donc, l'idée était encore de collecter des déchets. Et puis, on s'est rendu compte très vite qu'en fait, on devait parler des masques qu'on retrouvait sur le bord des routes, puisqu'il y en avait un grand nombre. Donc, voilà, on a décidé de repartir pour, cette fois-ci, un tour de la France. Et vous avez ramassé combien de masques jusqu'à présent? En tout, il y a eu 650 masques de collectés au début du voyage. Oui.
Et effectivement, ça montre bien que c'est un déchet que l'on jette finalement, c'est un nouveau déchet. Vous allez faire quoi de tout ce que vous avez ramassé? Est-ce qu'il y a un projet derrière? Alors, il n'y en a pas que un, il y en a même deux. Donc, il y a deux artistes différents qui se sont proposés de récupérer ces masques pour en faire soit une œuvre d'art ou soit des costumes. Donc, ces masques vont être réutilisés, donc ils ne sont pas juste simplement rejetés dans une poubelle. Donc, c'est assez intéressant. Et l'idée de ces artistes, c'est de continuer à sensibiliser sur ce problème des déchets qu'on jette dans la nature. Et Florian, moi j'ai une petite question pour vous. Comment vous est venue l'idée de ce Tour de France un peu particulier, cette idée de ramasser ces masques usagés? En fait, comme je le disais, l'idée c'était de continuer à récolter des déchets. Et puis l'idée de récolter juste des masques, c'était le fait de se dire, ces déchets sont dans la nature depuis forcément que quelques mois, puisqu'on porte des masques depuis le mois de mars finalement. Et donc ça montre bien que ces déchets-là sont dans la nature depuis moins de 6 mois. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur les masques, parce que les autres déchets, on pourrait se dire, ça fait peut-être 20 ans qu'ils sont dans la nature, même si ça fait peut-être moins. Mais là, on a la preuve qu'on jette encore des déchets aujourd'hui dans notre nature. Et pour autant, c'est vrai que pendant le confinement, on avait cette sensation que les Français étaient sensibilisés au bien-être de la nature. Quand on est privé de quelque chose, on en a besoin. Et pour autant, on trouve ces nouveaux déchets dans la nature. Par ma propre expérience, peut-être je ne suis pas la seule, il m'arrive de ramasser ce que je peux trouver par terre, mais il peut y avoir des gros tas ou des encombrants. Et est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aussi contribuer à notre façon à ce nettoyage? Il y a plusieurs façons de le faire. C'est aussi de les ramasser, comme vous l'avez dit, et pourquoi pas le mettre en avant sur les réseaux, comme ce que je fais. Et il y a également, pour ceux qui veulent y participer sans forcément se salir les mains, comme on peut dire, il existe une application qui s'appelle Trash Spotter. Donc l'idée, c'est de géolocaliser des futurs points de collecte. Donc même si on ne veut pas les ramasser, c'est une façon de participer aussi à cette problématique. C'est de juste montrer, il y a peut-être un éventuel point de collecte et qu'on pourra le ramasser plus tard. D'accord. Donc, Trash Spotter, à noter. Exactement. Merci Florian pour votre participation ce matin. Bravo pour ce que vous avez entrepris et on vous souhaite une bonne continuation. Vous êtes confinés de nouveau à Tex-Noyalo, mais je suis sûre que vous trouverez de nouveaux projets et de continuer à sensibiliser. Merci beaucoup Florian. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci Céline, merci Florian. Et si, comme Florian, vous souhaitez vous engager, vous pouvez le faire tout près de chez vous. Dans notre boîte à idées, on vous propose ce matin de devenir parrain civil d'un enfant. Regardez. On a quelque chose à te demander. Tu veux être la marraine de Jérémy? Mais oui, avec plaisir. Accepter de devenir parrain ou marraine civile est un engagement moral à suppléer les parents en cas de difficultés familiales. Il fait de vous une sorte de double parental bienveillant. Pour célébrer cet engagement, on peut organiser un baptême civil, c'est-à-dire une cérémonie qui se déroule à la mairie du lieu où vous résidez. Attention, le baptême civil n'a pas de valeur légale ni juridique. De plus, les municipalités ne sont pas obligées de le célébrer. Si tel est le cas, vous pouvez demander une dérogation auprès d'une autre commune. Et il n'y a pas d'âge pour faire baptiser un enfant civilement. Alison est marraine d'un petit garçon de 4 ans. Elle nous raconte son baptême civil. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des mariages de la mairie, où nous avons été accueillis par le maire et la secrétaire. Le maire nous a fait un très beau discours et à la fin de ce discours, nous nous sommes engagés moralement à accepter nos nouvelles responsabilités auprès de notre filleule. Et nous a été remis donc un certificat de baptême civil qui est comme un petit diplôme donc pour le parrain, la marraine et les parents évidemment. Devenir parrain civil d'un enfant, c'est tout simple, c'est un engagement purement moral, mais c'est une belle relation pour la vie qui se crée avec votre filleule. Voilà pour notre boîte à idées du jour. Allez, avant de se quitter, on part retrouver Evan qui est aujourd'hui du côté de Locoal-Mendon. Evan. Nous sommes à quelques minutes d'Auray, dans le Morbihan, à Locoal-Mendon, comme tu le disais, Anne Fantet. Et avec Lydie du Petit Fermier de Kervian, nous, on va se régaler des bons produits de la ferme. Lydie, est-ce que tu peux nous présenter ces fromages? Parce qu'ils n'ont pas la couleur des fromages traditionnels, quand même. Il y a quelque chose qui a changé. Explique-nous. Alors, en fait, ici, on va retrouver donc 2 fromages au lait de vache. Et ici, ça va être plutôt la gamme chèvre. Donc ici, ça va être la Wessantine. C'est une petite tomate au lait de vache avec des algues dedans. Des algues qu'on trouve donc
en Bretagne. Ouais, Ce fromage a eu le prix de la meilleure nouveauté en 2019 avec l'association Produits en Bretagne. Bon, pour ce que ça vaut, c'est aussi le fromage préféré de ma maman. Ah, qui nous excellent. regarde, voilà. Mais on s'en fiche. La suite. Et une petite nouveauté qui vient juste de sortir, c'est une tomate au lait de vache avec du piment d'Espelette dedans. Oh. Voilà. Donc qui est-ce qui imagine les recettes? C'est toi? Entre autres, on partage avec Vincent, l'équipe aussi, qui dit parfois « Ah tiens, ça serait bien d'essayer ça ». Mais voilà, souvent c'est la période hivernale où on fait plus de nouvelles recettes. Oui, parce qu'on ne sait pas forcément, mais par exemple le fromage de chèvre, en fait il y a une saison, et là bientôt on arrive dans une période un peu creuse pour les chèvres. Tout à fait. Et oui, effectivement, ça va être la mise en reproduction pour les chèvres. Donc il faut, le lait diminue, a déjà bien sérieusement diminué, puisqu'on est plus qu'à la moitié de la production. Elles donc sont en monotraite, au lieu d'avoir 2 traites par jour, elles ne sont traites plus que le matin, pour s'arrêter définitivement en décembre. Et en espérant que les naissances soient début février, mars, avril, ça va dépendre un petit peu de chacune. Donc c'est la période où vous pouvez être un peu plus créatif et nous imaginer de nouvelles recettes. C'est ça, tout à fait. On va se déplacer un petit peu ici, c'est votre boutique en vente directe à Locoal-Mendon. Dans quelques jours, vous allez également, scoop, en ouvrir une à Auray, dans le centre-ville. Voilà, tout à fait. On ouvre donc un magasin comme celui-ci, mais beaucoup plus grand, qui va faire 200 mètres carrés, qui va se nommer les Fermandises du petit fermier de Kervillan, où on va retrouver tous nos produits et puis ceux aussi de tous nos amis producteurs. Oui, parce que c'est aussi un écosystème local que vous mettez en avant. C'est une économie circulaire qu'on met en place aussi pour faire découvrir en fait aux gens, aux consommateurs. On a décidé d'emmener la ferme en ville, mais pas que la ferme du petit fermier de Kervillan, aussi la ferme d'un ami maraîcher, quelqu'un d'autre qui fait des glaces et ainsi de suite. Et alors, vous aimez aussi ces yaourts, par exemple, qu'on voit là, vous aimez aussi les transmettre aux enfants puisque vous fournissez des cantines locales. C'est vrai que ça a été notre première idée, c'était effectivement d'apporter de la pédagogie au niveau des enfants, au niveau de l'alimentation. Donc, pour l'anecdote, le premier restaurant dans lequel on a apporté des yaourts, les enfants n'ont pas voulu les manger parce que c'était des yaourts à la vanille et il y avait des petits points noirs dedans. Ils ont cru que c'était du poivre. Non, c'est de la vraie vanille. Donc c'était de la vraie vanille. Et là, on s'est dit, oui, ça a tout son sens, effectivement. La pédagogie auprès des enfants, elle est ultra importante et qui mangent des produits peut-être en moins grande quantité, mais sains pour leur santé. Très rapidement, qu'est-ce que nous, consommateurs, on peut faire pour encourager les circuits courts? C'est juste changer nos habitudes, j'imagine. Oui, il faut surtout changer ses habitudes, aller sur des magasins de proximité, de producteurs. Et puis aussi, au niveau de l'alimentation, manger moins, mais mieux. Manger moins, mais manger mieux, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Lydie du petit fermier de Kervillan. Je vous souhaite une très très bonne journée. Anne Fanté, est-ce que je te fais un peu de course pour toi ce midi? Parce que moi, personnellement, je vais en faire. Est-ce que tu peux me prendre la tome de brebis au piment d'Espelette? Ça avait l'air trop bon. La tome de brebis, on prend une commande, ça marche. Allez, à demain. Merci. Prends-en 2 et 1 pour Céline. Merci Evan, merci à tous nos invités. Merci Céline d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, on évoquera la question du divorce. Comment franchir cette étape sans heurts ni éclat? Ce sera notre dossier du jour. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. À demain. Ensemble, c'est mieux avec la boutique du menuisier. Fenêtres, portes et volets. Restez bien au chaud à la maison. C'était votre programme avec MCZ. MCZ, les poêles à granulés les plus vendus en France.